Bonsoir, Monsieur le Président. Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Je vais vous citer un chiffre, 98,5%. C'est le pourcentage de la surface de Calais qui pourrait être submergée par la mer dans les dizaines d'années à venir, quelques dizaines d'années à venir. 82% de la surface de Dunkerque aussi. Alors, une question simple, c'est que vaudra la stratégie de réindustrialisation si les gigafactories ont les pieds dans l'eau? Que vaudra la politique de décarbonation si ArcelorMittal est noyé sous les eaux? On a des milliers de nos habitants du Pas-de-Calais qui sont actuellement touchés par les intempéries. Que leur dites-vous? Est-ce que vous leur dites, comme votre ministre de la Transition écologique, qu'il faudra peut-être à terme déménager? Vous en avez entendu parler, nombreux sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui ont commencé l'année les pieds dans l'eau. Une situation d'autant plus tragique que la dernière inondation date de quelques semaines à peine. Ces événements mettent en lumière nos propres errements, artificialisation élevée, système d'évacuation défaillant, le tout dans une région densément peuplée, plate et en partie située sous le niveau de la mer. À cette situation déjà périlleuse s'ajoute désormais le changement climatique qui entraîne hausse du niveau de la mer et intensification des précipitations. Dès lors, une question se pose, existe-t-il des solutions pour annihiler ce risque ou le territoire est-il condamné à subir des inondations? Pour y répondre, je reçois Pascal Mogis. Il est chercheur en hydrologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et spécialiste des questions de l'adaptation au changement climatique et notamment concernant le risque inondation. Bonjour Pascal Mogis. Bonjour. L'adaptation au changement climatique, c'est une de vos spécialités, je le disais en introduction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dedans? Pour moi, c'est d'abord le besoin des gens. En fait, je me suis spécialisé, ne serait-ce que sur l'eau, dans les années 90, parce que j'avais ressenti le besoin de rendre mon activité utile. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai resserré mes thématiques de recherche sur les sujets qui me paraissaient les plus importants. D'abord, le développement dans les années 90, puis ensuite l'eau pour l'agriculture dans les années 2000, et puis depuis 2010, beaucoup plus le changement climatique. Mmh. Et d'ailleurs, à l'époque, la connaissance des enjeux de l'eau liés au climat était dans la communauté scientifique relativement ténue, et c'était surtout une affaire de spécialistes. Et ensuite, j'ai développé les thématiques non seulement sur la gestion des risques, les connaissances pour la gestion des risques, mais aussi les usages de l'eau et les conflits sociaux associés, aujourd'hui ou à venir, aiguisés par le changement climatique. Donc, pour être assez pédagogique, je voudrais qu'on commence par expliquer ce qu'est une inondation, parce que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une inondation, il y a plusieurs types d'inondations. Oui. Alors, l'inondation, c'est quand on a les pieds dans l'eau, quoi, en gros. Ça, l'image, elle est assez simple. Ensuite, les différentes nuances viennent de d'où vient l'eau et comment et pourquoi. Et donc, en fait, on a plusieurs types d'inondations, effectivement. Celle qu'on connaît, c'est l'eau qui vient de la rivière. Donc, en général, c'est les eaux de la rivière qui montent. Voilà, donc ça, c'est celle qui est classique, celle qui est connue et celle qui est bien prise en compte d'un point de vue administratif. Alors, cette eau peut venir d'une rivière ou alors d'une vallée sèche, c'est-à-dire d'un endroit où ordinairement il n'y a pas de rivière. Ça, c'est possible. Alors, l'autre façon pour l'eau de venir d'en haut, c'est par ruissellement. Donc, par exemple, on est sur un plateau, un endroit un peu plat, et puis il pleut, et l'eau ne s'infiltre pas dans les sols, donc elle va ruisseler sur les sols. C'est une faible quantité, mais elle peut, de toute façon, quand on a une habitation, devenir significative. Et elle s'écoule comme ça en surface, donc en surface de plateau. Alors, vous avez le même type d'écoulement, mais qui serait sur les coteaux. Mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'eau qui ruisselle de surface qui sort, ça peut être l'eau qui passe d'abord dans les sols, puis les nappes, et qui va ressortir sur les coteaux. Ordinairement, cette eau-là, on ne la voit pas trop parce qu'elle interagit directement à la rivière, ou alors ça donne des sources. Mais quand il y a beaucoup d'eau, à ce moment-là, on peut avoir soit des petits ruisseaux qui débordent en fait du plateau, soit c'est de l'eau de nappe qui déborde en coteaux. Alors, il y a donc je viens de parler des nappes. Donc, il y a aussi des inondations de nappes. Alors, quand l'eau s'infiltre dans le sol, en général, la plupart de l'eau s'infiltre dans le sol. En fait, quand l'eau qui coule dans les rivières,
En général, c'est d'abord une eau qui s'infiltre dans le sol et qui a coulé dans les nappes. Pas forcément très profonde, pas forcément très longtemps. Mais voilà, l'essentiel de l'eau qui coule dans une rivière sort d'une nappe d'abord. Et donc, en fait, cette nappe peut monter. Alors, sur un plateau, elle peut monter. On a des inondations par en dessous qui viennent du sol parce qu'il se remplit, ça monte. Donc, il y a la cave qui est inondée, etc. On ne la voit pas trop. Et puis, ça peut remonter éventuellement un petit peu. Ça va remplir des mares, etc. Et vous avez des inondations de nappes beaucoup plus problématiques. Par exemple, que les inondations de la Somme, où là, pendant très longtemps, la nappe s'est chargée, il pleut plus, mais néanmoins, elle continue de se vidanger doucement, mais massivement dans les rivières, et vous avez en aval des inondations qui peuvent durer très longtemps, des semaines, dans les rivières et sur les pourtours. Alors, il y a un cas plus particulier quand on est en zone littorale, c'est quand l'eau qui nous inonde vient de la rivière, mais en fait, la rivière bloquée parce qu'elle ne peut pas s'écouler à l'aval. Et typiquement, quand on est proche de la mer, le fleuve normalement se jette dans la mer, mais s'il y a la marée importante, s'il y a une tempête avec une forte dépression, s'il y a des vagues, du vent, donc le niveau de la mer effectif, total, on va dire, on appelle une surcote, et ça empêche les eaux douces de rivière de s'échapper. Donc ça stagne et que ça monte. Et c'est aussi ce qu'on connaît en ce moment. Et quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais c'est que les inondations, c'est le risque naturel auquel les Français sont le plus exposés. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais il y a des zones effectivement qui sont particulièrement exposées. On peut penser notamment au sud-est de la France, avec la crue épouvantable de la Vésubie, qui était provoquée par les pluies et aussi par un glissement de terrain. Et puis en fait, il s'agit de milliards à chaque fois parce qu'effectivement, quand il y a une inondation, il y a beaucoup de valeur en fait dans les maisons qui sont inondées. Alors, ça peut être beaucoup plus grave, ça peut paralyser des installations. Par exemple, le triste exemple de Fukushima, c'est une centrale nucléaire qui a été inondée. Alors, il y a tout un tas de raisons derrière qui ont créé une aggravation de risque terrible jusqu'à l'accident, mais c'était une inondation. Et en France, donc, il y a le nord de la France qui est exposé aujourd'hui, qui est victime aujourd'hui des inondations. Et par exemple, pour Paris, si jamais il y a une grosse pluie sur le bassin de la Seine, en 2016, il y a une énorme pluie, mais elle était à cheval sur le bassin de la Loire et le bassin de la Seine, ce qui fait qu'il y a eu des inondations en amont, mais Paris a réussi à échapper à une inondation majeure. Ça a été un déclencheur d'ailleurs. Si jamais on a la même pluie qui tombe sur le bassin de la Seine, donc c'est tout à fait possible, à ce moment-là, toute l'eau va effectivement contribuer à la Seine, et là, on peut avoir des débordements. Donc par exemple, maintenant, il y a eu beaucoup de progrès. Enfin, à l'époque, et si les pluies sont intenses, à ce moment-là, par exemple, le métro peut être envahi. Et il y a des connexions, il y a des rapports avec les réseaux d'électricité, et donc les transports s'arrêtent, et puis ensuite la communication s'arrête, les lieux de décision sont là, etc. On arrive à une crise majeure, et donc localement on peut avoir quelques milliards d'euros de dégâts physiques, mais on peut avoir le pays paralysé pendant plusieurs semaines, voire un mois, et à ce moment-là, on parle de 10, 100 milliards. Donc effectivement, le risque ajouté en fait en termes de désorganisation peut être extrêmement important. Et donc, pour les Hauts-de-France, là, en 2024, c'était quel type d'inondation ? Alors, en 2023, du coup, puisque cet épisode de pluie longue a commencé au mois de novembre, donc là, on a plusieurs types d'inondations parce qu'en fait, nous avons un territoire contrasté. Il y a d'une part la zone de Polder, donc dans la plaine de Lac, qui est une zone très très proche du niveau marin, comme tu l'as dit, qui est aussi parfois en dessous du niveau marin, et qui est parcourue par un réseau de canaux. Donc là, en fait, on a un des problèmes majeurs, c'est que l'eau n'a pas pu sortir de la plaine, en fait, et elle reste à stagner dans la zone. Et donc, la seule façon de l'évacuer, c'est par les pompes. Et ensuite, du coup, comme toutes les solutions techniques, parfois il y a des problèmes techniques, et puis une partie des pompes était en panne, et puis il n'y en avait pas assez, et puis c'était beaucoup de volume. Et aussi du ruissellement agricole, en lien avec le fait que, par exemple, il y a eu un remembrement extrême. Donc en fait, les parcelles agricoles sont énormes, les haies ont disparu, etc. Et les sillons sont dans le sens de la pente. Donc ce qui fait qu'il y a d'une part un ruissellement très très facilité sur de grandes surfaces, une érosion très importante qui vient colmater ensuite
les canaux qui sont en aval. Donc on a à la fois un ruissellement rapide et une difficulté d'évacuation vers la mer. On rajoute à ça, évidemment, le fait très important que les volumes de pluie, du coup, sont absolument énormes. On a battu tous les records, on est à 460 mm, peut-être, alors que normalement, ordinairement, dans la saison, c'est 270 par exemple, 200 à 270. Donc voilà. Et même historiquement, on a battu tous les records. Et si on prend la pluie journalière, les pluies journalières sont presque normales. C'est-à-dire qu'on a comme ça tous les 5 ans. Sauf qu'on en met une, puis une autre, etc. Il pleut quasiment en continu. Et là, nous avons le cumul dont on parlait tout à l'heure, où les sols sont saturés, les réservoirs sont saturés, et en fait, tout à la fin, enfin plus rien n'est retenu, et tout coule. Donc c'est une pluie, c'est une inondation par ruissellement agricole et par ruissellement de surface, par exemple sur les fleuves côtiers, par ruissellement de surface et par saturation des sols, donc aussi de nappes, et ça va durer parce qu'il va falloir qu'elles se vident dans la plaine de l'Ar, sachant que contrairement aux crues de la Somme, qui a duré pendant des semaines, les nappes ici dans le Pas-de-Calais sont de plus faible volume. Donc l'impact va durer, mais pas aussi longtemps, beaucoup moins longtemps. Ok. En tout cas, le ministre Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, il a tout de suite fait le lien avec le changement climatique. Et on sait que les liens entre événements météorologiques et changement climatique sont toujours un petit peu... il faut les manipuler avec précaution. Toi, pour toi, il n'y a pas de doute que ce qui s'est passé, c'était une manifestation du changement climatique? Absolument pas. Alors, il y a quelque chose d'inhabituel qui est dans la durée, la répétition de ces épisodes de pluie. Le fait qu'il reste là longtemps interroge, mais si on regarde la situation globale et chaque épisode est à peu près normal. Et donc, il y avait l'analyse dans le climaméteur, qui regarde l'attribution au changement climatique. D'ailleurs, c'est un collègue, David Efaranda, de mon du labo CNRS, aussi. non Du laboratoire des sciences du climat. Oui, il est au CNRS. Et puis, dans le même laboratoire que moi, des sciences du climat et de l'environnement. Et Flavio, notamment Ponce, qui fait les analyses aussi. Et donc, la conclusion, c'est qu'il se trouve que nous sommes au croisement d'un certain nombre de variabilités naturelles, qui sont les variabilités multidécennales, c'est-à-dire qui reviennent environ tous les 60 ans, de l'océan Atlantique Nord. Il y a aussi ENSO, pour ceux qui connaissent, et El Niño, c'est des fluctuations de température au niveau de l'Amérique du Sud, et aussi les oscillations pacifiques décennales. Donc, les trois sont un peu téléconnectés, ça arrive un peu ensemble, bref, c'est corrélé. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit en situation ressemble très fortement à une variabilité naturelle. Donc, la conclusion, c'est que c'est d'abord la variabilité naturelle qui expliquerait l'épisode que l'on vit aujourd'hui. La nouveauté, c'est qu'on est en air plus chaud. Donc, avec le changement climatique, on a déjà eu plus 1 degré globalement, environ presque plus 2 degrés au niveau de la France. Ce qui fait que l'air peut contenir davantage d'eau. Les nuages sont aussi plus développés verticalement, donc il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Donc, si on rajoute ça, effectivement, ça fait davantage d'eau. Ensuite, on a cette occurrence multiple dans la durée qui est un peu étonnante et qui peut peut-être être liée en partie au changement climatique. Mais là, sur cet épisode, on ne peut pas l'affirmer. Et par rapport aux projections dans le futur, parce que voilà, si on se met du point de vue d'un décideur dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qu'il doit savoir pour l'évolution des inondations dans le futur? Est-ce qu'il y aura encore plus de précipitations intenses, ou alors encore plus d'eau sur une longue période, ou alors le niveau de la mer va encore plus monter, ou les trois en même temps? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est une très, très bonne question. Alors, on va juste se concentrer sur l'aléa pour l'instant avant de parler d'inondation, parce que l'inondation, c'est la façon dont l'eau finit à la fin dans la vallée, donc il se passe plein de choses entre-temps. Et si on parle juste des pluies, clairement, avec les signaux robustes, il fait plus chaud, l'air peut contenir plus d'eau. Et quand l'air vient de l'océan, qui de surcroît est plus chaud, de toute façon, les pluies seront plus intenses, au moins sur le pourtour en première précipitation. Ça, c'est sûr. Quand il y aura des pluies, il y aura plus d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des pluies au total plus souvent? Je ne sais pas. Il y aura une très très forte variabilité annuelle, interannuelle, je veux dire, entre années. Des années atypiques, il y en aurait logiquement beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de variabilité, des nouveaux modes qui arrivent. Donc, il faut s'attendre à l'inattendu, en l'occurrence. Donc, si on prend le changement climatique de façon aggravante par rapport à l'épisode actuel, ça peut être bien pire, ça c'est clair. Beaucoup plus d'eau, peut-être avec aussi parfois plus concentré, et peut-être aussi des répétitions, mais avec entre-temps des années, beaucoup plus d'années en fait, calmes. Donc, c'est très très difficile. Ce qui est important sur ces deux aspects, c'est pas de chercher à prévoir ce qui peut se passer, mais de gagner
en capacité de réaction ou en capacité à supporter les épisodes ou en capacité à se rebâtir après les épisodes. Voilà. Donc il faut diminuer la vulnérabilité et augmenter la résilience. Et alors le dernier facteur, c'est la montée du niveau marin, qui est donc une des sources principales des inondations actuelles, puisqu'on ne peut pas évacuer les eaux de là. Non, la montée du niveau marin, par contre, elle va s'accentuer beaucoup dans la durée. Donc, les estimations du GIEC sont très modérées, mais on n'en parle presque plus, puisque c'était 40-60 cm. Enfin bon, c'était très, très minorant, il manquait plein de facteurs. Donc, si on prend les facteurs aggravants plausibles, on serait au pire, en fin de siècle, encore tout est possible, vers 2 mètres, 2,50 mètres. Ça, c'est s'il y a un certain nombre d'enchaînements d'événements qu'on ne souhaite pas, mais qui vont se déclencher les uns les autres et amener notamment, par exemple, à la fonte accélérée, à la désagrégation des calottes antarctiques. Et à ce moment-là, bon, même avec 1 mètre, mais enfin, ça peut monter jusqu'à 2 mètres, certains disent plus, pourquoi pas 2,50 mètres, et ça va continuer. Donc, si on stabilise le changement climatique tout de suite, ça va continuer pour les prochains siècles. J'ai vu passer des commentaires sur Twitter et je suis vraiment désolé de te les exposer, mais il y avait des commentaires sarcasmes qui disaient alors je croyais que les nappes phréatiques étaient vides, alors je croyais que c'était la sécheresse. Est-ce qu'on peut répondre à cet argument climato-sceptique de manière pédagogique? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'on se rapproche vers de plus en plus de sécheresse, donc ça peut paraître contre-intuitif de voir beaucoup d'eau d'un coup. Oui, tout à fait. À partir du moment où on n'a pas envie de trop savoir et qu'on veut juste opposer des arguments, de toute façon, on n'est plus dans la rationalité, mais il y a des objectifs derrière la parole. Mais c'était très surprenant d'expliquer aux gens que, d'ailleurs c'était le cas quand Trump l'a fait, qu'on était en pleine goutte froide et il fallait expliquer que le changement climatique était en cours. Donc, c'est absolument pas incohérent. On peut avoir plus de froid, des épisodes plus froids, alors qu'on est dans un réchauffement global. Ensuite, là, il faut être quand même nuancé. Les nappes du Nord étaient un peu en tension, c'est vrai. Spatialement, c'est pas celles qui sont le plus exposées, mais il y a maintenant un déficit hydrique et des problèmes d'irrigation. Donc oui, effectivement. La question de la disponibilité de l'eau dans les nappes, c'est d'une année sur l'autre et au moment où on en a besoin. Donc, dans l'année, oui, il y a des bas niveaux des nappes, et puis en hiver, il y a des hauts niveaux. Donc, c'est pas parce qu'on a de l'eau en hiver qu'on en a en été quand on a besoin, et inversement. On n'est pas forcément content quand il y a trop d'eau dans les nappes. Donc, il faut juste regarder la situation concrètement, en fonction des saisons, en fonction des lieux. Donc là, on a eu une période d'environ 1 an et demi catastrophique, sans pluie, grosse chaleur, les nappes qui baissent, etc., avec des restrictions même pour l'eau potable, pour un petit peu tout. Et puis après, il a plu très longtemps. Et le fait qu'il y ait des périodes sèches longues et puis ensuite des périodes humides longues, c'est aussi typique de ce qui peut arriver avec le changement climatique. Donc les impacts sur les sociétés, c'est aussi l'exposition et la vulnérabilité. Donc on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure. L'exposition, c'est le fait d'avoir des populations et des infrastructures potentiellement au contact de l'aléa. Et la vulnérabilité, c'est le fait d'y être sensible et de ne pas avoir la capacité d'y faire face. Donc pour l'exposition, tu nous as déjà un peu parlé des caractéristiques du territoire, mais est-ce qu'on peut juste peut-être brièvement revenir dessus? En gros, il est très exposé aux inondations parce que c'est un peu comme la Hollande, c'est un territoire pris sur la mer, et donc il faut des pompes en permanence pour ne pas qu'il soit les pieds dans l'eau, quoi. Oui, alors là, on parle de la plaine de l'A, et effectivement, c'est il y a presque 1000 ans, donc en plein Moyen-Âge, que ces terres ont été gagnées progressivement en fermant, en forçant la sédimentation, etc. Ça s'est rempli comme ça a certainement pris beaucoup de temps. Donc oui, ce sont des lieux qui ont besoin d'être entretenus. Ce sont des territoires artificiels, et donc ils ont besoin d'être gérés d'un point de vue de l'apport sédimentaire et d'un point de vue de l'évacuation des eaux. Et donc là, l'exposition, en fait, elle tient à deux choses. Elle tient, un, au fait qu'on soit sur le chemin de l'eau, et deux, qu'on ait du mal ou pas à évacuer l'eau. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, il y a la mémoire des événements extrêmes, c'est quelque chose qui disparaît très vite.
On a ça en nous, c'est humain, on cherche à oublier les événements difficiles, on en parle peu, etc. Il y a des tabous, on n'a pas envie d'y repenser, ce qui fait que les événements très durs ont tendance à les effacer. Les événements extrêmement durs, on les écrit, etc. L'arrivée des Vikings, on les note, parce que c'est trop catastrophique. Mais sinon, quand ça revient pas trop souvent, on a tendance à les oublier, on les transmet pas, après 3 générations, on a oublié. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est que des gens, notamment, s'installent dans des vallées sèches, c'est-à-dire, ce sont des creux entre 2 collines, par exemple, par où pourrait passer une rivière, mais c'est sec. Voilà. Et il se trouve qu'il coule de l'eau, là, une fois tous les 30 ans, 50 ans, et quand ça coule, c'est catastrophique. On l'oublie, pour tout un tas de raisons, ou alors on a envie de l'oublier, parce que ce sont des territoires qui sont... On a toujours des problèmes de foncier en France, donc territoires qui sont alléchants, sans doute, d'un point de vue immobilier. On veut mettre des installations, des résidences, pourquoi pas des industries, et on les met là. Et puis, le jour où, dans le fonctionnement naturel, exceptionnel mais naturel, cette rivière revient en activité, on noie tout, et les gens ne sont pas préparés, et ils se demandent comment ça se fait, c'est anormal. Or, dans beaucoup de cas, c'est normal, mais c'est juste sporadique. Et donc là, c'est le cas, il y a eu pas mal d'habitations qui ont été installées dans les fonds de vallée, mais il y a, dans ces vallées sèches, mais il y a aussi quand même, en France, alors que c'est interdit, une propension qui date beaucoup plus des années 70, donc c'est vrai qu'on ne va pas tout détruire, mais à mettre les supermarchés, les parkings, les installations collectives, etc., on les met en fond de vallée, là où c'est plat. Et en plus d'être exposé, c'est imperméabilisé, donc ça accroît encore le risque en aval. Donc ça, c'est ce qui s'est produit. Le risque a été accru à cause de l'usage du territoire, c'est-à-dire qu'il y a aussi le ruissellement qui a été considérablement accru par notamment les pratiques agricoles. D'abord, il y a eu le remembrement, un remembrement énorme, ce qui fait que les haies ont disparu. Et puis le sens du labour, c'est dans la pente, c'est un facteur aggravant. Et il faudrait arriver à remettre des fascines, des noues, des petits réservoirs, renaturaliser, etc. Et mettre des haies de façon à ralentir l'écoulement. Donc ça, l'aléa inondation a été accrue par la pratique humaine. Ensuite, toute cette eau arrive dans les fonds de vallée, dans les rivières, les canaux qui sont faits pour ça. Et du coup, il faut l'acheminer à l'extérieur. Et là, il faut que ces canaux soient fonctionnels. Donc il y a les tout petits canaux, les wateringues. Après, on a les plus gros cours d'eau. Et ensuite, ça va à la mer. Et avec l'apport de sédiments, les wateringues se colmatent doucement, perdent leur capacité d'évacuation. Donc, il y a un grand nœud en fait, de distribution de l'eau dans la plaine de l'As, c'est à Watt. Et donc, c'est le régulateur. Et lui, il distribue l'eau ensuite vers les différents cours d'eau pour être évacué vers la mer. Donc, en fait, notamment, il y a une écluse qui empêche l'eau de remonter, mais du coup, ça empêche l'eau de descendre. Et donc, ça doit être pompé. Et ce volume de pompage... C'est ça qu'on pompe. À marée haute. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est qu'on les ouvre à marée basse, et à ce moment-là, on vidange l'ensemble du système pour recréer une capacité de stockage. On vidange l'ensemble du système, on libère les wateringues, les nappes, etc., les rivières. Et puis, quand c'est marée haute, ou qu'il y a une tempête, enfin une montée de la mer, une surcorde, peu importe, on ferme. Mais du coup, il y a toute cette eau qui arrive. Il faut la pomper. Et là, en l'occurrence, comme il y a beaucoup d'eau, il y a une succession de tempêtes, on n'en a pas parlé. Mais parmi les autres facteurs de pluie, un facteur déterminant, c'est qu'il y a eu 4-5 tempêtes qui se sont succédées au fil des semaines, un train de tempêtes sans arrêt arrivant de l'ouest. Et ces tempêtes, outre qu'elles apportent du vent, de la houle, c'est une dépression. C'est-à-dire qu'en fait, ça aspire la mer et ça peut faire plusieurs dizaines de centimètres, ces dépressions. Et donc, en fait, ça a maintenu un niveau de la mer élevé. Alors après, là-dessus, vous mettez une marée, et puis une marée un petit peu importante, et du coup, vous avez l'impossibilité complète d'évacuer les eaux qui sont dedans. Donc, il faut pomper. Pour pomper, il faut non seulement des pompes qui marchent, et donc il y avait des problèmes de pompes qui étaient en panne, ils se sont fait prêter des pompes qu'ils ont rendues, qu'ils ont rappelées, et il faut les réparer, c'est des vieilles pompes, donc il manque de pièces. Donc clairement, il y avait une vulnérabilité technologique là. Alors, j'en profite pour dire que la mesure de protection ici mise en œuvre, c'est une mesure technologique, d'ingénierie. Des digues, des pompes, des portes, etc. Et avec la technologie, vient la question de l'entretien. Et les digues, par exemple, donc on préconise de ne plus mettre de digues. Plus jamais, ne jamais miser sur les digues. Le problème des digues, c'est qu'il suffit qu'il y ait un point de sensibilité quelque part, tout s'effondre. Donc l'entretien des digues est très important.
Les risques en cas de dysfonctionnement sont énormes parce que derrière, du coup, c'est des gros volumes et avec des vulnérabilités derrière qui sont censées être protégées, mais du coup, elles ne le sont pas. Le coût d'entretien est énorme et en plus de ça, elles ne sont pas forcément bien dimensionnées. Et dans un climat qui change, avec un aménagement du territoire qui change, le risque qu'elle défaille, qu'elle soit insuffisante, est grand. Là, en l'occurrence, en plus de ça, on a les pompes. Donc clairement, il en faudrait plein, il faudrait en avoir en réserve, il faudrait avoir le personnel, etc. Et l'électricité pour les actionner. Parce que les volumes dont on parle sont absolument énormes. C'est un territoire qui vit un peu sous assistance respiratoire finalement, donc vaut mieux pas que ça coupe, quoi. En quelque sorte, oui. Il y avait un rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointait du doigt la fragilité du dispositif hydraulique accentuée sous les effets du changement climatique et s'inquiétait de l'accroissement de la population. On n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi très dense. Et de l'augmentation des surfaces urbanisées, de l'imperméabilisation des sols, du ruissellement, des volumes d'eau évacués, bref, ce dont on a parlé. Mais c'était en septembre 2023. Donc c'était quelques mois avant les catastrophes qui sont arrivées. Comment on peut expliquer une telle préparation ou est-ce qu'il y a un problème de gouvernance Les rapports de la Cour des comptes sont souvent très bons, ils sont souvent très lus, mais ils sont souvent peu suivis d'effets. En tout cas, on peut saluer leur caractère visionnaire, encore que c'était l'an dernier, ça aurait été visionnaire si ça avait été il y a une quinzaine d'années. Mais un an pour se retourner, c'est très court, parce que là, on parle de l'aménagement du territoire, à 1500 km de canaux, on ne va pas, sur un claquement de doigts, être capable de gérer ça. L'alerte est tout à fait pertinente, complètement justifiée et bien décrite. Ensuite, pour arriver à apporter des solutions, il faut réfléchir sur le positionnement des habitations. Tu ne l'as pas mentionné, mais il y a notamment l'équipement industriel actuel et le projet de relocalisation industrielle, notamment de méga usines de batteries, dont on va sûrement parler. Il y a Dunkerque, enfin. Donc, d'un point de vue économique, on ne peut pas s'en passer. Donc, clairement, il y a des zones qu'on va protéger, absolument, notamment les zones à grande sensibilité économique, donc certainement que la méga usine va se faire, sans doute, mais elle sera protégée, et il y aura des pompes, il y aura tout ce qu'il faut, au prix d'une énergie de pompage très importante. Ça demande beaucoup d'énergie électrique, peut-être qu'il faudra une demi- ou une centrale nucléaire à plein temps pour les actionner. Ensuite, en plus, avec la crise de l'électricité il y a l'année dernière, ça a doublé le prix pour certaines communes, pour la région, donc c'est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Complètement, puisque le prix n'étant plus régulé et en plus contrôlé par le marché non électrique alors que nous produisons nous-mêmes, enfin c'est un dossier intéressant à ouvrir celui-là, il y a beaucoup de communautés qui n'ont pas les moyens de payer un certain nombre de services qui demandent de l'énergie. Et le pompage, le forage, le chauffage, tout un tas de systèmes à cause du prix de l'énergie. Donc là, c'est quand même un recul de la capacité d'agir des collectivités. Clairement, c'est par un système de solidarité entre échelles de gestion, pas la commune toute seule. Et là, c'est le cas aussi pour les Vatringues, puisque localement, les Vatringues sont gérés par secteur, par petits secteurs, dont la gestion est laissée, alors je ne sais pas trop, parce que c'était pas facile d'avoir l'information, mais certainement à des entités de petite dimension. Des agriculteurs, je crois. Des agriculteurs, oui, sans doute par endroit tout à fait, ouais, peut-être quelques maires, enfin, qui clairement n'ont pas les moyens. Donc, ou alors forcément les compétences, et puis après les difficultés pour savoir si on peut intervenir, comment. Clairement, on ne peut pas laisser à la petite échelle la seule responsabilité d'entretenir ce dispositif. Il faut des solidarités des échelles supérieures et des territoires différents. Enfin, il faut faire une péréquation, il faut qu'on soit solidaire des territoires. Ensuite, il y a un niveau d'engagement qui peut être tel qu'on peut aussi questionner les usages actuels. Et très certainement qu'il faudra relocaliser des habitats, comme ça a été fait par exemple à Fautes-sur-Mer. Il y a une partie des habitats qui ont été détruits parce que c'était trop cher pour le collectif de devoir envisager sa destruction et sa réhabilitation régulière. C'est la tempête Xynthia, la Fautes-sur-Mer, ou c'est autre chose ? Oui, c'était Xynthia, je crois. Oui. Ok. Ça semble bien. Et j'avais dit quoi ? Juste le nom de la ville, c'est pour reconstituer pour ceux qui les écoutent. Okay. Et donc, si on regarde les coûts, en fait, pour entretenir, pour rénover les Vatringues, leur redonner les capacités de vidange en volume d'eau, c'est pas tant les pompes qui vont coûter cher,
c'est l'entretien et la rénovation des 1500 km de Vatringues. Et il faudrait plusieurs milliards d'euros. Donc, plusieurs milliards d'euros pour protéger les enjeux en place. Donc, on peut se demander si ce n'est pas plus rentable de racheter les habitations et de renoncer à les défendre. Enfin, donc de les détruire. Donc, c'est ce genre de questions qui se posent. Naturellement, derrière, c'est qui paye et puis comment reloge-t-on les gens ? Enfin, que fait-on avec les enjeux sociétaux associés ? Hein ? Donc, on se retrouve face vraiment à des questions humaines. La question n'est pas forcément... Bon, évidemment, il faut prendre la bonne décision, mais ensuite, comment rendre la mise en œuvre de ces décisions juste et acceptable par la population ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions avant d'en arriver au repli stratégique ? Peut-être des solutions techniques, apparemment, les digues, c'est pas trop une bonne idée. Alors, les digues, c'est très cher et c'est très risqué. C'est-à-dire que là où on a des enjeux très très forts, ça peut valoir le coup. D'accord. On veut protéger une installation industrielle vitale ou des lieux particulièrement de haute valeur patrimoniale ou je ne sais pas quoi, ça peut parfaitement valoir le coup de le faire. Mais pour le faire d'une façon globale, là, ça peut être disproportionné. Ce serait vraisemblablement disproportionné, encore qu'il faudrait voir. Et puis, il faut faire ça par étage. Donc, il faudrait déplacer les activités. On peut désimperméabiliser aussi. Donc, les parkings, on peut les désimperméabiliser. On peut, au niveau des parcelles d'un supermarché, par exemple, mettre des toitures végétalisées ou des stockages d'eau, des petits stockages d'eau. L'idée étant de retenir l'eau avant qu'elle ne s'écoule. D'ailleurs, c'est aussi l'idée de l'agence de l'eau Artois Picardie. Donc là, on est sur les solutions dites fondées sur la nature. Bon, c'est un peu technique quand même de désimperméabiliser un parking. Les solutions fondées sur la nature, ce serait plutôt au niveau des parcelles agricoles, de démembrer, de remettre des haies, de mettre des fascines pour retenir les sédiments, pour éviter qu'ils ne viennent saturer, colmater les Vatringues. Ce serait... Il y a d'autres choses au niveau agricole, parce que j'ai vu que, par exemple, c'était les tracteurs qui aplatissaient aussi le sol, qui fait que c'était moins perméable. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques agricoles ? Oui, tout à fait. Donc, il y a des itinéraires agricoles dits de conservation des sols, qui visent, en faisant attention au labour par exemple, à ne pas créer de semelles de labour imperméable, à avoir un sol couvert en permanence de façon à ce qu'il n'y ait pas la battance de la pluie qui en fait pulvérise la poussière de sol qui vient colmater, donc il encroute. Donc après la pluie suivante, elle glisse en fait sans s'infiltrer sur une croûte comme ça. Ça préserve ses facultés d'infiltration. Donc on fait aussi des apports en paille, des choses comme ça pour texturer le sol. Et du coup, il garde sa faculté de transmission d'eau et de conservation de l'eau et de résistance à l'encroûtement. Voilà. Donc il y a ça. Donc évidemment, ça suppose agir aussi sur la flore et la faune des sols. Donc ça veut dire agir aussi, limiter les apports, les pesticides, les choses comme ça. Ça suppose peut-être des labours différents ou à d'autres saisons. Ça suppose de désherber peut-être de façon mécanique. Donc ça demande plus de temps, plus d'énergie. Pour préserver du sol. Alors, on peut associer éventuellement avec un peu d'agroforesterie ou alors avec des cultures mixtes. Ce que ça demande, c'est un changement très important des pratiques agricoles et donc des filières, parce que tout ce qu'on produit, il faut le vendre. Ouais. Et donc, voilà. Alors après, comme autre solution fondée sur la nature, il y a celle habituelle qui consiste à gérer les rivières pour les ralentir. Donc, le reméandrage, donc il faut plus de place, naturellement. Les marais à réhabiliter, les zones humides, tout ce qu'on peut trouver comme zones qui vont retenir l'eau et donner d'autres services d'ailleurs très intéressants, sur l'épuration des eaux, sur la qualité environnementale, etc. Donc, les mesures fondées sur la nature, il y en a beaucoup qu'on peut mettre en œuvre. Une des difficultés, c'est qu'il faut avoir la place, le foncier, les autorisations. On ne peut pas intervenir chez les gens, par exemple. Donc, il y a vraiment une question de gouvernance de détail. Et puis, ça a aussi un effet limité en volume. Ouais. C'est-à-dire que si jamais les changements sont trop importants, ces solutions peuvent ne pas suffire. Mais tout comme les solutions techniques comme la digue, comme on en a parlé tout à l'heure, ou les zones de rétention, etc. Tout a une limite à un moment. Absolument, tout a une limite. Donc du coup, c'est un travail pas très plaisant à faire, mais nécessaire, de prioriser, de réorganiser le territoire. De toute façon, là où socialement, économiquement, on n'aura pas réussi à faire le nécessaire, il va y avoir des destructions, des problèmes. Donc toute la question, c'est est-ce qu'on constate après coup, après n'avoir pas tout fait, les dégâts,
Et puis c'est parti. Ou est-ce qu'on anticipe? On essaye de phaser et de dire, ça c'est prioritaire, on va procéder au déplacement ici, ça on conserve, etc. Donc clairement, pour le territoire et pour l'acceptabilité, il est beaucoup plus facile socialement de gérer la chose quand on l'a anticipé. Plutôt de déplacer quelqu'un après que sa maison a été détruite avec tout ce qui lui est cher à l'intérieur. S'il a eu plusieurs années pour trouver un autre logement, pas trop mal, organiser son travail et puis protéger ses biens, évidemment, c'est beaucoup plus acceptable. On n'a pas forcément besoin d'attendre que la maison soit détruite. Après, les coûts vont quand même être très importants. Donc, la façon dont la solidarité humaine va se mettre en place est très importante aussi. Donc, on peut faire face localement à l'entraide, dans le quartier, dans la ville, ça c'est possible. Évidemment, il y a un niveau où il faut passer à l'échelle de solidarité territoriale. On a un système en France de solidarité nationale avec catastrophe naturelle. Donc du coup, c'est l'État, c'est-à-dire c'est l'ensemble du pays à travers les impôts de tout un chacun qui vient aider. Et vous avez le système d'assurance. Et le système d'assurance est important parce que c'est la solidarité à l'échelle de tous les cotisants. Et plus globalement, comme les compagnies d'assurance se réassurent entre elles, c'est en fait à l'échelle de toutes les compagnies d'assurance, soit nationales, soit mondiales. Et avec le changement climatique, ça a été calculé de différentes façons, les coûts à assurer, les dommages, ils vont augmenter très vite. Et ils ont déjà commencé à augmenter avec des doublements, des triplements, etc. Ce que ça veut dire, c'est que pour avoir la même couverture d'assurance, il faudra payer plus cher ou ne plus être assuré. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que les primes vont augmenter pour certains et pour d'autres, après une inondation, 2 inondations, ils ne trouveront plus où s'assurer. Alors, soit il faudra organiser une alternative à but non lucratif ou à perte, en fait, qui est en partie incarnée par le plan catastrophe naturelle, pour assurer quand même ces gens, soit de fait, il faut les déplacer avant, ou alors ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir leur maison inondée et qu'ils n'auront plus de quoi faire face ensuite. Et ça, c'est une question, on rentre vraiment dans le dur, parce que on a envie de partir pour la solution de la solidarité, mais quelque part, les gens se sont installés en bonne et conscience, les entreprises aussi, dans des endroits qui étaient potentiellement inondables. Donc pourquoi ce serait à tout le monde de payer pour certaines personnes qui ont décidé d'habiter, bon évidemment dans Dunkerque, on n'y va pas, je veux dire, c'est mieux ça parle plus pour la Faute-sur-Mer où les gens sont installés pour avoir une maison secondaire, alors qu'il y a des risques d'inondation par submersion, par tempête. Pourquoi ce serait à tout le monde de payer le coût de ces inconsciences, entre guillemets? C'est une question très difficile. C'est une question de justice sociale et d'organisation sociale, et aussi de savoir où est la faute. Il faut déjà comprendre que beaucoup de gens s'installent sans avoir l'information. Donc à la Faute-sur-Mer, notamment, ils n'avaient pas l'information sur le risque. Sur beaucoup de territoires, et notamment sur la plaine de l'A, il y a une grande proportion du territoire où il n'y a pas de plan de prévention des risques d'inondation, donc il n'y a pas de carte d'inondabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir à quel risque on est exposé. Donc de là à dire qu'on a fait une faute, c'est pas évident. Et pourquoi il n'y a pas de carte? Pourquoi il n'y a pas de carte Pourquoi il n'y a pas de carte? Alors là, c'est encore plus délicat. D'abord parce que c'est très difficile de dessiner des zones d'inondabilité, parce qu'il faut se donner des pluies de référence, il faut se donner des montées de niveau marin de référence. Donc là, encore, même ne serait-ce que là-dessus, on n'a pas l'information, c'est-à-dire que les préconisations ne prennent pas en compte suffisamment la variabilité climatique. Sur la montée du niveau marin, comme je le disais, les préconisations, jusqu'à encore peu, je ne sais pas si ça va changer prochainement, je le souhaite ardemment, donnent des montées de projets vraiment ridiculement petites. Et donc, si on les prend, on ne va pas avoir le vrai risque. Parce que si on a 1 mètre ou 1,50 m au lieu de 60 cm, ça change tout d'un point de vue d'inondation. Et pareil en amont, si on ne prend pas les pluies, si on prend juste les pluies issues des modèles climatiques, issues de la régionalisation, issues des modèles hydraulogiques, etc., si on prend juste ça et qu'on regarde quel est le risque, on va minorer considérablement le risque. Parce qu'on n'a pas mis dedans le fait que potentiellement les pluies vont durer 2 mois au lieu de durer 15 jours et que les pluies seront 2 fois plus intenses dans la journée. Donc, c'est très difficile de produire l'information. Ensuite, on n'est pas incapable de la produire. Admettons qu'on l'ait produite, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes? Cette carte, elle va montrer en fait qu'il va y avoir des zones rendues inhabitables, où les gens voudraient s'installer, où des gens ont des projets industriels, habitat, économique, un supermarché, n'importe quoi, et des zones habitées qui seront très menacées, dont la valeur foncière va s'effondrer. Donc, quand on produit ces cartes, on fait 2 choses pour un maire.
on l'empêche de mettre en place des projets d'aménagement dans toute une partie de son territoire. Et puis on dit à sa population que dans pas très longtemps, c'est pas quand, mais que ce sera prochainement inhabitable là où ils sont, et qu'ils vont perdre leur maison. Donc, si cette seule décision, on laisse le maire seul face à ça, clairement, il ne va pas avoir envie de donner l'information. Ensuite, quand le PPRI sort, à supposer que la carte soit exacte avec le plan de prévention des risques d'inondation. Merci, tout à fait. Quand il sort, à ce moment-là, il devient opposable. Et donc, on change complètement d'espace. Mais on change aussi de type de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une information surplombante, complètement dimensionnante qui vient s'imposer et qui va bouleverser l'organisation territoriale. Je ne sais pas trop comment conclure cet épisode. Je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur le cas des Hauts-de-France. Je ne sais pas comment vous formuler la question, si vous étiez le président de la région, si vous étiez Christophe Béchu, si vous étiez Emmanuel Macron. Comment vous vous y reprendrez ? Non pas pour que ça ne se reproduise plus, parce que visiblement, ça va se reproduire encore et encore. Qu'est-ce qu'on ferait dans le futur pour éviter en tout cas que l'impact soit si grand ? Alors, en tant que scientifique, je me hasarde pas à dire à qui que ce soit, il faut faire ceci ou cela, concrètement en tant que décision. En tout cas, l'impact, on peut essayer de le diminuer. Ce qu'on est sûr qu'on peut faire, c'est changer notre réaction face à l'impact. Donc en termes de réparation, en termes de prise en compte, en termes de résilience, on peut diminuer l'impact avec des mesures de prévention, sur la connaissance, sur le suivi de ce qui se passe d'un point de vue hydrologique, météorologique, en améliorant les préventions, en gérant les écoulements, etc. On peut faire tout un tas de choses pour diminuer le risque, mais on n'élimine jamais le risque. On change, en fait, finalement, pour une vulnérabilité, un enjeu donné, on change son niveau d'exposition final, en vertu, justement, de l'adaptabilité, de l'adaptation qu'on a mise en place. Bon, mais il y a des pertes. D'abord, on ne peut jamais éliminer le fait que la possibilité que les pluies soient plus intenses, plus longues, pas là, etc. Ça, on n'y peut rien. Donc, c'est sûr que de toute façon, il va y avoir des défaillances. Comment est-on organisé pour faire face à ces défaillances ? Et est-ce qu'on s'est donné la marge de manœuvre, etc. Donc, en termes d'adaptation, on peut faire beaucoup de choses, sociales, mais aussi techniques, environnementales, etc. Le plus important sur un territoire comme ça qui est menacé à terme, parce que de toute façon, la montée du niveau marin, c'est plusieurs mètres dans les siècles qui viennent. Donc la question se posera. On va protéger des trucs, mais clairement, le territoire va changer doucement. Peut-être qu'à certains moments, ça va changer plus brutalement parce que ça ne se passe jamais de façon graduelle. Et le plus important, c'est que le territoire décide en responsabilité ce qu'il veut faire. Donc, c'est le rôle d'un président, c'est d'organiser la discussion. Un président préside, il ne décide pas, il préside. Sinon, c'est un directeur. Dans une société, le directeur général, ce n'est pas le même que le président, qui rend des comptes d'ailleurs à son conseil d'administration. Donc, il faut apporter l'information réelle, sans phare, de façon responsable, sur les risques, les vulnérabilités, les risques, sans cacher les risques un peu plus élevés, qu'on n'a pas envie de voir, mais qui pourraient être là, voire qui seront vraisemblablement là, enfin c'est graduel, et on décide ensemble. Et donc du coup, on se met ensemble pour chercher l'optimum, qui soit à la fois économiquement intéressant, qui soit socialement acceptable, et qui laisse personne de côté. Et à cette condition, on va avoir une sorte d'optimum qui correspondra au désir des habitants. Parce que c'est eux qui décident de ce qu'ils font de leur territoire. Et en plus de ça, ça correspondra à des situations réelles puisque les gens sont sur place pour faire part de leurs connaissances, de leurs témoignages. Donc on est dans le réel, on est dans la réalité du territoire, on est aussi dans son histoire, dans ses ressources humaines. Et l'acceptabilité à plus long terme est beaucoup plus facile à obtenir. Donc à ce moment-là, ça devient un projet de territoire en mutation. Mais si on prend d'autres exemples à d'autres niveaux, nous sommes sans arrêt en mutation parce que le marché de l'énergie change, parce que l'emploi change, parce que l'économie mondiale bouge, etc., parce qu'il y a des guerres. Donc on est constamment en fait en train de s'ajuster. Donc là, sur ce territoire notamment, le risque d'inondation sera une part dominante à intégrer dans l'évolution du territoire. Et toutes les échelles. Les maires, le préfet, le président, la région, l'échelle européenne aussi, puisqu'il y a quand même des aides qui viennent. Et puis, il y a l'échelle des filières agricoles, et puis il y a aussi les filières industrielles. Voilà. Donc, le territoire, les différents porteurs d'enjeux, aux différents niveaux de responsabilité, devront participer. Chacun donnera ses idées, chacun prendra sa part de responsabilité. Eh ben, merci Pascal Mogis.
Eh ben merci Florian pour cet entretien.